Bonjour à toutes et à tous, nous recevons Éric Vernier. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences de gestion et maître de conférences en finance à l'Université du Littoral, entre autres. Et vous sortez la deuxième édition du livre Fraude fiscale et paradis fiscaux. Première question, la première édition proposait de décrypter, je cite, les pratiques pour mieux les combattre. Aujourd'hui, vous sous-titrez Quand l'exception devient la règle. Alors, comme vous l'évoquez dans ce livre, est-ce que l'injustice est finalement réelle en matière d'impôts et plus particulièrement en France aujourd'hui? En fait, c'est exactement l'objet de ce sous-titre qui a changé effectivement d'une édition à l'autre. Et le grand public s'en est rendu compte avec les grands scandales que nous avons eus depuis Panama Papers, Paradise Papers. On s'est aperçu finalement que la pratique de la fraude fiscale et la pratique des paradis fiscaux maintenant est devenue le cœur du système et n'est plus, comme on avait pu le penser, comme certains le disaient, un épiphénomène ou des accidents de certains margoulins ou certains barons de la drogue. En fait, on s'aperçoit depuis des années que le système maintenant, le système économique, c'est la fraude fiscale et les paradis fiscaux, que tout est organisé autour de cela. Ouais, alors justement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend que les paradis fiscaux ne datent pas d'hier, ça date même d'il y a 4000 ans. Voilà, est-ce que concrètement ça légitimise, entre guillemets, hein, ou ça permet à la société d'accepter ce genre de phénomène? Effectivement, ça a existé dès qu'il y a eu un impôt. On a essayé de l'éviter pour gagner un peu plus d'argent. Et ce phénomène, en fait, n'a cessé de s'accélérer avec la mondialisation et la dérégulation que nous avons connue dans les années 90. Mais effectivement, ça a démarré il y a 4000 ans pour la petite histoire. Et puis surtout, au 19e siècle, les États les plus pauvres aux États-Unis ont essayé d'attirer les entreprises en leur proposant de venir chez eux sans payer d'impôts. Donc c'est le cas encore aujourd'hui du Delaware, par exemple, ou du Kentucky. Et justement, ça explique un petit peu cette propension des entreprises à faire tout cela. Ça légitimise, comme je dis, ce phénomène. Alors, je ne sais pas si ça légitimise, en tout cas ça explique Mm. qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises se tournent de plus en plus vers ces territoires, parce que lorsque vous gagnez des centaines de millions de bénéfices, des milliards de bénéfices parfois, ne pas payer d'impôts sur ces milliards, ça a un intérêt qui est évident. Entre 30% d'un milliard et 0%, effectivement, les entreprises deviennent même compétitives, et c'est ce que cherchent les États-Unis en fermant les yeux sur certaines pratiques, c'est qu'elles deviennent compétitives par l'économie fiscale qu'elles en tirent. Alors justement, comment ça se passe? On va parler concrètement de la France. Est-ce qu'on est mal loti? Est-ce qu'on est les mauvais élèves en matière de fraude fiscale et de paradis fiscaux? On n'est pas parmi les plus mauvais élèves, mais effectivement, il y a de la fraude fiscale en France. On l'estime, alors le chiffre tourne depuis longtemps, mais on estime que la fraude et l'évasion fiscale représentent entre 60 et 100 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'effectivement, si on lutte efficacement contre ces délits fiscaux, on règle en quelque sorte tous les problèmes budgétaires de la France, y compris de la sécurité sociale. Donc on comprend l'enjeu en se disant qu'il faudrait quand même mettre en place des moyens pour éviter cette fraude et en tout cas la réduire. Ouais, et justement, ces moyens mis en œuvre, ces machines qui pourraient aujourd'hui permettre de lutter contre tout cela, on a l'impression que ça bouge un petit peu dans la société. On voit qu'il y a des associations comme Anticor qui se montrent, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, puis des ONG, enfin voilà, beaucoup de monde qui se mobilise autour de cela. Est-ce que ça veut dire que à l'avenir, d'ici les prochaines années, les paradis fiscaux n'existeront peut-être plus? On peut être un peu optimiste par rapport à ça? Alors moi je fais partie des oiseaux de mauvais augure et des pessimistes, puisque effectivement si on regarde les textes, les choses vont mieux sur le texte, mais lorsqu'on regarde les faits, c'est de pire en pire. Même le juge Van Ruynbeek au mois de juin a annoncé qu'il n'y avait jamais eu autant d'argent sale dans les paradis fiscaux qu'aujourd'hui. Donc en fait sur le terrain, rien ne change, même si les textes sont de plus en plus rigoureux et des mesures sont mises en place. Donc je ne vais pas dire que rien n'est fait, mais sur le terrain ça ne change pas grand-chose. Les ONG effectivement agissent et je pense que ça passera aussi par elles, au moins pour alerter le plus grand nombre, Mhm. parce que je crois que le changement se fera depuis les citoyens et non pas depuis les dirigeants. Ouais, et dans ce livre, je le donne aussi comme information aux téléspectateurs, on a pas mal d'avis d'experts, des journalistes, des responsables d'organisations, des magistrats également. On sent quand même que c'est un sujet qui prédomine et ça montre peut-être des avancées également dans ce domaine-là.
Alors, je pense que de plus en plus de personnes, effectivement, s'intéressent au sujet et veulent combattre le problème parce qu'on s'aperçoit, encore une fois, de plus en plus que ça pose un problème qui est extrêmement grave, extrêmement délétère pour de nombreuses régions du globe. Et je prendrai comme exemple l'Afrique, où les études montrent que quand on donne 1 euro d'aide internationale à l'Afrique, selon les pays, il y a entre 2 et 10 euros qui partent dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire, alors ça n'a pas de lien direct, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, il serait préférable de colmater la fuite fiscale plutôt que d'aider ces pays. Ce serait beaucoup plus utile. Et je pense que la corruption et l'évasion fiscale et la fraude fiscale sont aujourd'hui le mal numéro 1 d'un continent comme l'Afrique qui provoque tous les autres problèmes. Donc aujourd'hui, c'est des centaines de milliards qui manquent au développement humain et économique de ces pays, y compris de la France, mais de l'ensemble des pays. Et la pauvreté des pays en voie de développement s'explique en grande partie par cette fraude fiscale. Donc quand on montre les paradis fiscaux et la fraude fiscale, ça n'est pas seulement le plombier qui met 3 000 euros de côté et qui le cache au fisc, parce que c'est toujours ça qu'on met en avant. Non, ce qui est plus grave, c'est effectivement ces centaines de milliards qui manquent au développement économique et humain. Ouais, justement, on voit aussi des pays comme la Grèce, et vous en parlez dans ce livre, qui se place numéro 1, pour ainsi dire, en matière de fraude fiscale. Est-ce que ça montre aussi qu'au niveau international, ça va pas bouger, donc du coup, au niveau français, ça bougera pas forcément non plus. Il faudrait peut-être que tout le monde chante à l'unisson au niveau de fraude fiscale et de paradis fiscaux. Il y a tout d'abord des pays qui n'ont pas envie que ça change. Alors je pense à la Grande-Bretagne et aux États-Unis qui profitent de leurs propres paradis fiscaux pour recevoir ensuite l'argent qui a été blanchi dans leur marché financier. Et puis, évidemment, vous citez la Grèce. Alors c'est vrai, c'est un sport endémique, la fraude fiscale, et il y a justement en Grèce, mais c'est ce qu'on va retrouver un peu partout, des lobbies qui vont faire pression pour justement que rien ne change et pouvoir continuer à ne pas payer d'impôts. En Grèce, les milliardaires payent 0 impôt. En Argentine, lorsque l'argent manque, les milliardaires vont le planquer dans les paradis fiscaux et donc accentuent encore les difficultés de ces pays. Donc effectivement, ça va être très difficile de faire changer les choses parce que certains pays n'ont pas envie que ça change et d'autres subissent des pressions qui sont tellement fortes qu'ils ne bougeront pas. Et l'exemple le plus criant, c'est Apple qui ne paye pas 13 milliards d'impôts à l'Irlande et l'Irlande ne veut pas lui réclamer. C'est l'Union européenne qui force l'Irlande à réclamer ces 13 milliards. Bon, très bien, merci beaucoup Eric Vernier d'être venu sur ce plateau, malheureusement pour nous donner pas forcément des nouvelles très positives pour l'avenir, mais on a le mérite, vous avez le mérite de faire ce livre Fraude fiscale et paradis fiscaux qui permet d'en savoir un peu plus quand même, et c'est très utile en matière de ce phénomène de fraude fiscale et de paradis fiscaux qui nous hante chaque jour. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.